live, donc je vous propose que je prenne la parole et après, David, je vous laisse prendre la suite. Allez-y, Julien, on vous écoute. Donc, la lumière rouge signifiera que nous sommes en live. Et on attend quelques minutes. Et voilà, nous sommes en ligne. Bonsoir à tous. Donc, j'attends qu'on me confirme que nous sommes bien en ligne dans le chat. En tout cas, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Alors, vous voyez, sous la verrière de Léonard. Alors, signe que les activités commencent à reprendre depuis quelques semaines déjà pour notre secteur d'activité. Alors, pour ce qui est des événements physiques, nous attendrons encore quelques semaines, mais il nous a paru important dans cette période de crise, de transition, de continuer nos rencontres, de continuer nos échanges, de continuer les débats sur les grandes transitions de la ville et des infrastructures. Alors, nous avions commencé en octobre dernier un cycle événementiel sur la transition écologique, la transition environnementale. Alors, peut-être on a eu raison de le commencer au mois d'octobre parce qu'il est peut-être encore plus prégnant aujourd'hui, encore plus d'actualité. Et nous terminons ce cycle ce soir. Alors, depuis le mois d'octobre, on a abordé les sujets de responsabilité collective, les sujets du rôle des métropoles, du rôle des technologies ou des scénarios plus sobres. On a fait des focus sectoriels sur la mobilité, la construction, l'énergie. On a abordé il y a quelques semaines, si vous étiez là, les sujets de financement. Alors tous ces événements, si vous n'avez pas pu y assister, ils sont en ligne sur Internet, donc vous pouvez les revoir à l'issue de cette conférence. Et ce soir, au final, on va s'interroger sur le sujet des stratégies d'entreprise et comment on regarde ce sujet de l'environnement. Alors pour aborder l'ensemble de ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir 4 intervenants. Alors la première, c'est Claire Tutoni, qui est déléguée générale pour Entreprises pour l'environnement, qui nous rejoindra dans quelques minutes, rassurez-vous. Nous accueillons également Gilles Vermeau Desroches. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Alors vous êtes Senior Vice President chez Schneider Electric, en charge justement du sujet développement durable. Nous accueillons également Romain Grandjean, le directeur de projet au Shift Project. Il nous dira un peu du Shift et de ce que vous y faites. Et puis, je suis très heureux d'accueillir, on va dire, le local de l'étape aussi, Jérôme Stubler, qui est président de Vinci Construction. Bonsoir à tous. Et puis, pour animer cette table ronde, dois-je encore le présenter? On a choisi David Abiker. Bonsoir David et merci de vous prêter à ce rôle très exigeant de l'animation. Et je vous laisse la parole justement pour commencer cette conférence. Juste avant, je vous indique que vous pouvez poser les questions dans le chat au cours de cette conférence et on se chargera par la suite de la poser à l'ensemble de nos intervenants. Voilà David, bonne soirée à tous et je vous laisse la scène, ou l'écran plutôt, ce soir. Merci. Merci Julien. Alors moi je répète, j'ai sous les yeux les contributions des uns et des autres, c'est-à-dire du public, qui s'est déjà mis à commenter, à dire bonjour, à saluer, continuez toute la soirée évidemment. Signifiez-nous que vous êtes là, parce que nous, on s'imagine un théâtre ou une grande salle dans laquelle vous seriez tous assis, et en vérité, non, vous êtes chacun chez vous, confinés ou semi-confinés ou en voie de déconfination, et donc votre présence nous est chère, alors n'hésitez pas à vous manifester dans l'espace qui est prévu à cet effet. Alors, je ne vais pas représenter les invités, je vais leur donner la parole tout de suite. Mais quand même, avant d'aborder la question de la transition climatique comme stratégie d'entreprise, puisque c'est le sujet qui nous réunit ce soir, je vais faire un petit préalable en demandant à chacun de nos intervenants et de nos invités comment il a vécu dans son organisation, avec ses collègues, ou sans ses collègues, ou loin de ses collègues, dans son activité, cette période extraordinaire, et je le dis dans le sens le plus littéral du terme, cette phase de confinement, comment il en sort, dans quel état d'esprit,
Et puis ensuite, on fera évidemment la liaison avec le sujet qui nous préoccupe, c'est-à-dire celui de la transition énergétique, qui est une urgence, qu'on appelle urgence climatique, mais qui est percutée par l'urgence sanitaire. Et cette urgence sanitaire, nous la vivons en ce moment. Alors, si on était dans une salle et qu'on avait une vraie table ronde, je me tournerais vers Jérôme Stubler, comme ceci, mais non, je le regarde, il est face à moi, le président de Vinci Construction, et je lui pose à nouveau cette question, parce que j'ai été un peu long. Comment s'est passé le confinement pour vous, non pas personnellement, mais pour vous en tant que président de Vinci Construction? Vous aviez des projets, une stratégie, peut-être même des projets environnementaux, peut-être le souhait d'intégrer évidemment la transition climatique dans votre stratégie, et le confinement est arrivé. Ben, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que le décor était qu'on avait lancé un plan d'entreprise, une réflexion assez approfondie sur un plan d'entreprise qu'on mène tous les 5 ans et qu'on revoit tous les ans. Et là, on était en train de faire notre plan 2020-2025, qui était très basé sur une croissance verte, et qui le sera toujours, je vous rassure tout de suite, et je rassure tout le monde dès l'introduction. Et puis, paf, on s'est retrouvé vers effectivement une phase de confinement et d'un arrêt très brutal en France, qui nous a tous surpris. Pourquoi? Parce que le virus, on l'a vu arriver dans différents pays. On est présent dans 100 pays, donc on a déjà vu des crises sanitaires similaires. Et là, on n'avait pas compris, comme beaucoup, qu'on allait avoir on va dire, une crise française différente de ce qui s'est produit dans le reste du monde. Globalement, on est resté très actif parce que il faut savoir que globalement, on a eu quasiment tous nos pays qui continuent à travailler, y compris la France. On a quand même eu pas mal de projets qui ne se sont pas arrêtés en France. Comme notre activité n'est pas réalisable physiquement en télétravail, on a donc eu l'activité sur chantier qui a amené pas mal de gens à quand même continuer à travailler dans les bureaux. Personnellement, moi, je suis venu quasiment tous les jours travailler. Il y a eu une baisse très significative dans nos sièges. Et aujourd'hui, je dirais qu'on est dans la phase de reprise de nos chantiers en France et dans le monde. C'est une reprise qui s'est faite étape par étape. Et là, je pense qu'on tient le bon bout, c'est-à-dire d'une reprise qui se fait en respectant les exigences sanitaires. Et je dis pas ça parce que je suis entendu par beaucoup de gens, je dis ça parce que ça a été fait avec un sérieux qui nous a tous impressionnés, c'est-à-dire que nos équipes ont mis en place partout des mesures sanitaires absolument exemplaires et qui permettent de reprendre le travail. Et je l'espère avec le minimum de perte de rendement. On s'attelle à ça. Et à s'installer, j'espère que j'ai tort, mais à s'installer dans ce qu'on appelle une nouvelle normalité. C'est-à-dire que j'espère que j'ai tort et que ça ne va pas durer longtemps, mais on s'est dit psychologiquement, il faut considérer que ça va durer et qu'on va se mettre dans cette nouvelle normalité. Et pourquoi? Nouvelle normalité, ça veut dire qu'il faut que ça devienne une normalité, c'est-à-dire qu'on puisse travailler ainsi, être productif avec les contraintes qui sont les contraintes sanitaires. Donc voilà ce qu'on cherche à faire, avec évidemment une prise en compte très importante de l'aspect psychologique du déconfinement. On voit des collègues qui, les premières heures, les premiers jours, sont inquiets. Et quasiment tout le monde, après 48 heures passées à se revoir, à voir le sérieux que l'on met aux mesures de distanciation, les gens sont très contents d'être revenus au boulot et sont convaincus que c'est le bon chemin. Je relance ma question sur c'est la même chose sur le terrain et au siège où ils ont vécu les uns et les autres sur la même planète pendant toute cette période? Alors, pour être honnête, sur les sièges, il y a plein de configurations très différentes. On a connu des situations difficiles. Je vous en donne quelques-unes. Une situation où on a un chantier à la péninsule nord de la Sibérie et où il y a eu un cas de confinement dans les camps dans lesquels réside notre personnel. Donc là, évidemment, on a envoyé des avions pour faire en sorte de faire rentrer notre personnel. Donc ça, c'est des cas extrêmes, je dirais presque d'urgence sanitaire pour
être capable, au cas où il y aurait des cas graves, de rapatrier notre personnel. Mais le cas général, ça a été en France un ralentissement très net de l'activité. Nos salariés ont été extrêmement diligents pour prendre leur RTT, prendre leur congé, puis pour certains être mis en chômage partiel et ont repris le chemin des chantiers au fur et à mesure qu'on était capable de mettre en place les mesures sanitaires. Voilà. Pour les bureaux, on garde une bonne proportion de nos salariés en télétravail pour assurer à la fois un exemple civique pour laisser de la place à ceux qui ont besoin d'utiliser les transports en commun, et puis pour faire en sorte de réapprendre l'espace de travail de nos bureaux avec une population qui grandit progressivement et en comprenant où seront les blocages qui vont s'intensifier lorsque le télétravail sera progressivement réduit. On a quand même tous appris à travailler avec le télétravail. Je pense que c'est une leçon importante. Mais on a aussi, je pense, noté après 15 jours ou 3 semaines de télétravail à quel point les liens sociaux constituent un socle essentiel de l'entreprise et qui nous manquait beaucoup. Voilà. Bon, voilà pour un premier tableau. Je pose la même question à Gilles Vermaux-Desroches, mais je salue l'arrivée de Claire Tutnuy. Merci d'être avec nous, Claire, déléguée générale des entreprises pour l'environnement. Je répète ma question puisque vous venez d'arriver, Claire, comme ça vous aurez le temps d'y réfléchir. C'est finalement comment vous avez abordé le confinement par rapport aux préoccupations professionnelles qui sont les vôtres et celles de votre secteur. Gilles Vermaux-Desroches, donc directeur des questions environnementales, je le résume comme ça parce que vous avez un titre anglais qui fait 5 km de long, qui est long comme une rallonge électrique. Je renouvelle ma question, Gilles Vermaux-Desroches. Comment, chez Schneider Electric, vous avez vécu cette période du confinement et comment vous la connectez à la problématique du jour? Ah ben, je l'entends plus. Gilles, on vous entend plus parce que vous avez branché un micro. J'entends rien du tout. Alors, le temps que vous résolviez votre problème, je vais poser la question à Romain. Oui, mais merci beaucoup David. Alors, pour un think tank, c'est un peu différent, évidemment, qu'une très grande entreprise comme Vinci Construction, mais ça fait évidemment aussi beaucoup de changements. Bon, déjà, évidemment, c'est tout le monde en télétravail, et plus particulièrement donc au Shift, donc qui est un institut de recherche, enfin un think tank, comme on dit, eh bien, ça affecte aussi beaucoup l'organisation et notamment les sujets sur lesquels on a travaillé. Et pour tout vous dire, ces derniers 40 jours ont été très intenses puisque une très grande partie de nos activités et de nos ressources ont été placées sur le développement, la construction d'une proposition de relance décarbonée de l'économie française. Et donc nous y attelons toujours. Nous avons publié récemment un premier programme liminaire de travail. Ça va nous occuper dans les prochains mois aussi. Et donc voilà, donc c'est un peu, si vous voulez, tout bouleversé dans notre agenda. Certains projets sont arrêtés, d'autres. Vous parlez de l'agenda. Je vous coupe parce qu'on va commencer. Enfin, on a commencé la discussion, mais je pense que c'est le moment. Vous mettez le doigt sur la question qui vient, et je pense que Claire Tutnuy pourra y répondre aussi. C'est la question de l'agenda. Est-ce que l'agenda du virus bouleverse l'agenda officiel, mondial, qui avait fédéré tant de gens au moment de la COP 21? Est-ce que c'est susceptible de vous faire tomber en panne? Non. Vous m'entendez? Oui. Ah oui, voilà. Merci d'être revenu. Romain va conclure et répondre à ma question rapidement. Très, très rapidement, effectivement, le virus, en fait, enfin, ce qui arrive, la situation exceptionnelle qu'on vit, en fait, du point de vue de
la réalisation de la transition bas carbone ou de l'adaptation au changement climatique, elle ouvre de nouvelles opportunités, elle fait sauter certains verrouillages, elle bouleverse un petit peu le paysage, et peut-être qu'effectivement cette situation est encore une fois vraiment exceptionnelle. Il ne faut pas oublier qu'on a enfermé les Français pendant 2 mois. C'était quand même exceptionnel, et que le président a dit on va sauver l'économie quoi qu'il en coûte. Donc si on sauve l'économie quoi qu'il en coûte pour le virus, peut-on envisager la même chose pour un sujet, la deuxième très très grosse vague qui va nous arriver sur le coin de la figure si on ne fait rien, qui est celle évidemment du changement climatique et de l'adaptation forcée au changement climatique, subie au changement climatique. Donc il y a un vrai sujet. Donc dans ce sens-là, effectivement, elle nous rappelle l'aspect un peu tragique, je dirais, de l'histoire, c'est que l'histoire n'est pas un long fleuve tranquille, et que on doit faire face à des crises, on doit s'y adapter, et que voilà, cette crise-là nous le rappelle. Gilles Vermeaux, vous êtes de retour. Est-ce que vous pouvez parler librement et sans contrainte? Oui. Vous m'entendez? Ah, parfaitement. Très bien. Et avec bonheur. Voilà. Donc Schneider Electric est une entreprise qui a fait face, au fond, depuis le mois de janvier à cette crise, puisque l'entreprise est très présente en Chine, et donc l'activité chinoise dès janvier a eu beaucoup de difficultés. Bonne nouvelle, on est quasiment revenu à l'ambition qui était budgétée ce mois-ci en Chine. C'est dire qu'il y a des capacités de retour. Schneider Electric, c'est une entreprise qui met sur le marché toutes les solutions qui permettent que l'usage de l'électricité soit simple, sûr, efficace, et qu'on puisse intégrer aujourd'hui les énergies renouvelables de telle sorte d'avoir un réseau le plus vert possible et le plus efficient possible. Au moment où on se parle, sur les 200 usines de Schneider Electric dans le monde, il n'y en a que 2 qui ont des difficultés d'ouverture et qui sont dans des lieux complexes, une en Asie, une dans les Amériques. Au fond, les enseignements pour nous sont les suivants. Le premier, on s'est rendu compte de l'importance des solutions électriques durant cette crise sur les enjeux sanitaires dans les hôpitaux où ils ont été très 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 demandés, dans les data centers, sur les réseaux, et beaucoup de collaborateurs de Schneider Electric ont décuplé leur énergie et leur travail pour être au service du réseau, de sa qualité, de son renforcement, et ça nous a permis probablement en interne chez Schneider Electric de mieux saisir ce qu'on avait déjà un peu en tête sur de l'usage de l'électricité, qui au fond, y compris une entreprise comme Total disait sous la voix de son président il y a quelques semaines dans un rapport de Total, le 21e siècle sera électrique. Je pense que cette crise probablement va accélérer l'enjeu électrique parce que c'est le truc le plus maniable, etc. Le deuxième sujet que cette crise change profondément chez Schneider, mais l'entreprise y était préparée, c'est la question du digital. Vous savez que souvent, Schneider Electric est cité comme entreprise dont le management est devenu complètement global, avec un certain nombre de comités exécutifs qui sont à Hong Kong, à Pékin, à Boston, en France, dans les Émirats, en Allemagne. Cette entreprise a l'habitude depuis très longtemps d'utiliser les moyens numériques pour sa communication. Et justement, cet après-midi, nous étions 350 premiers managers de Schneider pour tirer les conclusions du dernier mois sur le sujet, sur un outil informatique comme celui-là, qui remplace une rencontre présentielle, évidemment très différente, et il faudra qu'il y en ait. Mais le premier enseignement, c'est donc l'électricité suite à cette crise. Le deuxième, c'est la relation probablement que tous les gens du monde ont changé avec le digital. D'abord parce qu'ils s'y sont formés, et deuxièmement parce qu'ils ont vu l'intérêt du digital. Et donc ça, c'est le deuxième point. Je pense que, pour finir, à l'agenda des grands enjeux, où évidemment en tête, très loin, il y avait le changement climatique et ces enjeux d'adaptation et d'atténuation qui vont rester, probablement pour le court terme, au moins au même niveau et peut-être au-dessus, l'enjeu de la pauvreté,
du business inclusif, de tous les gens que cette crise va laisser durablement dans des périodes de précarité, va probablement être aussi loin et accélère ce que en France les Gilets jaunes ont montré sur la cohérence entre le social et l'environnemental, sur l'ensemble de ces enjeux. Et il me semble qu'on sortira de cette crise du Covid, parce que je n'ai pas de doute qu'on en sorte, avec cette vision différente de l'énergie, du digital et cet enjeu nouveau, complémentaire au changement climatique et probablement plus important dans le court terme, qui est celui de la pauvreté. Claire Tutenuy, vous avez entendu ce que vient de dire Gilles Vermeaux. J'ai envie de vous faire réagir à ça et ensuite je vous lirai la question de Charles Dupré. Je vous la lis maintenant, mais Claire, vous allez répondre. Je la lis maintenant. Avant de se demander comment concilier logique de croissance des entreprises avec la transition climatique, ne serait-il pas judicieux de comprendre s'il est encore possible de réconcilier les deux logiques avec la transition climatique? Vous mettez ça sous votre coude. Claire, je vous fais réagir à ce qu'a dit Romain et à cette idée que finalement le virus pose un problème de pauvreté qui va, si j'entends bien, hein, là c'est la conclusion naturelle que j'en tire, qui va repousser la préoccupation climatique. Alors, je vais commencer par répondre aux premières questions auxquelles vous m'aviez demandé de réfléchir, et puis ensuite à celle-là, parce que ça va rejoindre largement. Comment on a abordé le confinement? On s'est mis en 100% télétravail, toute l'équipe permanente de PE, et on a constaté que les membres de PE étaient aussi en 100% télétravail parce que notre activité a continué encore plus activement avec beaucoup plus de monde, et ça prouve que le télétravail permet aux gens un peu plus encore d'ubiquité, et donc ça a été stimulant. Il en restera quelque chose. L'intelligence collective n'est pas la même, et je rejoins Jérôme Stubler sur on est content de se retrouver, mais on va forcément passer à un mix de télétravail et de présence. Deuxième réaction, il y en a trois. La deuxième, c'est qu'on a eu peur pour la transition écologique. On a eu peur parce que très concrètement, il va y avoir tellement d'argent public dépensé pour la justice sociale et la précarité créée par la crise sanitaire et le chômage partiel, etc., qu'il n'y en aura plus pour la transition écologique, aussi simple que ça. Et deuxième peur, il y a une crise économique, le pétrole va être pas cher pendant un bon moment, et comment on va faire survivre la transition énergétique à ça, la transition écologique à ce bas niveau du prix des fossiles. Donc ça, c'était la deuxième réaction. Et la troisième, je vais la synthétiser dans quelque chose que j'ai appris à l'école des mines, un professeur qui nous disait, si vous voulez faire changer les choses, c'est une longue patience suivie d'un séisme. Si vous êtes prêt quand le séisme arrive, vous pourrez l'utiliser pour aller dans le sens que vous avez préparé. Et c'est ça qu'on essaye de faire avec la tribune qui a été Alors, la longue patience, on l'a chez EPE, on a un travail de fond. On a fait une étude l'année dernière qui s'appelle Zen 2050. Comment on fait une France neutre en carbone? On a donc des réponses, on a une réflexion approfondie sur les changements à opérer, dans quelle direction, quelle priorité. Et donc aujourd'hui, c'est ces changements qu'on retrouve dans la tribune qui est parue début mai dans Le Monde, signée par 93 dirigeants d'entreprises qui utilisent ces travaux de fond, dont bien évidemment Schneider et Vinci, qui utilisent ces travaux de fond pour dire aujourd'hui, voilà, dans la situation qui existe aujourd'hui, il y a des secteurs qui sont prêts, qui peuvent faire de la relance massive, qui réagissent à l'action publique, à une politique, et donc qui peuvent être des socles d'une relance économique en réponse à l'urgence sanitaire. Et donc, aujourd'hui, on essaye, et je pense que tous les membres de l'EPE partagent ça, de faire de cette crise inédite, majeure, profonde, et qui va durer. C'est pas, certes, il y a des choses qui reprennent vite, mais il y a des choses qui vont rester durablement transformées, d'en faire une opportunité pour la transition écologique. Et puis, est-ce que c'est encore possible? Dans cette longue patience et ces travaux de fond, la réponse est oui. L'étude Zen 2050, elle a dit, oui, c'est possible de transformer, alors c'était la France comme maquette de l'économie européenne, voire mondiale, maquette et précurseur. Oui, c'est possible d'avoir une France neutre en carbone et d'avoir la croissance économique et d'avoir des modes de vie qui sont diversifiés. Les consommateurs ont diversifiés et confortables et agréables. On ne remet pas tout le monde en serrage de ceinture. Il y a effectivement un niveau de contrainte, de régulation supérieur à ce qu'on a aujourd'hui sur un certain nombre de sujets,
mais les consommateurs ont des choix. Certains voyagent en avion, d'autres ont des caravanes, quand même des vacances lointaines, pas tous. En gros, ils ont quand même tous isolé leur maison. Mais donc, et on a de la croissance économique, ce qui ne veut pas dire de la croissance de tous les secteurs. Il y en a qui baissent, il y en a qui montent, mais globalement, cette transformation est sur les 30 prochaines années créatrice d'emplois, un peu, c'est pas majeur, mais un peu créatrice d'emplois et compatible avec la croissance du PIB. Et en plus porteuse de quantité de bénéfices socio-économiques, d'agréments, de bénéfices pour la santé, de confort dans les modes de vie. Donc oui, c'est encore possible, mais il faut commencer tout de suite. Et l'étude d'ailleurs formulait des recommandations pour le très court terme. On essaye aujourd'hui, à travers la tribune et d'autres façons, de continuer. Jérôme Stubler, quelles vont être les difficultés pour concilier dans les années qui viennent ces deux impératifs? Vos contraintes à vous. On ne vous entend pas, Jérôme. C'est bon là? Oui. C'est mieux, oui. C'est bien, parce que vous aviez coupé votre micro, je pense. Voilà. Lorsque Claire indique qu'effectivement les changements sont discontinus, après une longue patience et qu'un séisme crée la discontinuité, moi je pense que le réveil il est là et que le monde de la construction doit évoluer. Et ce qu'on martèle à nos clients, au pouvoir public, dans les pays où l'écoute est favorable, c'est cela, c'est-à-dire que il faut passer de ce qu'on appelle la compliance à l'action. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire des rapports annuels dans lesquels tout est vert et où on ne change rien dans ce qu'on fait. On peut changer des choses extrêmement concrètes. Des choses concrètes que l'on peut changer, c'est pour ce qui est de la construction, construire avec des matériaux qui sont beaucoup plus responsables. On est capable aujourd'hui de diviser par 2 ou par 3 la signature en termes de CO2 du béton. On appelle ça dans notre jargon le béton vert. Je vous rassure, il reste gris ou légèrement plus blanc. Et c'est totalement jouable, les technologies sont là. Et en fait, pour être capable d'utiliser ces matériaux, c'est pas un problème technique, c'est un problème de choix normatif. Pour normaliser ces matériaux face à des lobbies qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pendant des années pour empêcher que ces produits puissent éclore. Donc, je le dis fort et clair. Et donc, en tant que constructeur, eh bien, on n'avait pas forcément complètement compris tous ces mouvements qui étaient faits, même si on est des grands utilisateurs du béton. Vraiment, on l'a compris. Et là, on s'engage dans cette voie du béton vert, du béton bas carbone. Ça, c'est une action absolument importante. Vous pouvez faire du lobbying, vous, dans le sens inverse, Jérôme Stubler? Je vous assure qu'on le fait, là. On le fait, et je dirais, le plan de relance et les discussions qu'on a en France avec l'État, les oreilles de l'État sont beaucoup plus ouvertes qu'avant, parce que, effectivement, lorsqu'ils se disent qu'ils vont injecter des milliards, ils se disent qu'il faut les injecter à bon escient, et que le bon escient, c'est de construire des infrastructures qui permettent, par elles-mêmes, leur construction déjà d'être beaucoup plus vertueuse, et parce qu'elles offrent d'être beaucoup plus vertueuses. Lorsqu'on fait une ligne TGV, le bilan d'une ligne TGV par rapport au trafic que ça remplace en termes de trafic autoroutier, en termes de colossal. Alors, je dis ça, vous savez qu'on a Vinci Autoroute chez Vinci, mais en tant que bilan CO2, c'est extraordinaire. Là, on est en train de construire, on démarre la construction d'une ligne TGV en Angleterre qui va décongestionner 8 voies d'autoroute qui sont pleines tout au long de l'année. Le bilan CO2 de ce projet est fabuleux, c'est-à-dire qu'il se paye d'un point de vue écologique en 2 ans et demi. Et il est là pour 100 ans. Jérôme Stubler, je vous interromps. Vous qui avez une vision à 360 de tous vos chantiers, vous avez le sentiment, enfin bon, j'imagine que le reporting fonctionne bien chez Vinci Construction.
Vous avez le sentiment qu'il y a une réorientation par le marché, par les attentes des clients, des donneurs d'ordre, et que petit à petit, les chantiers qu'on vous donne à faire, parce que vous êtes quand même au service de vos clients, sont plus responsables, sont plus respectueux de l'environnement ou pas? Je peux faire une réponse un peu complète ou pas? Ouais, bien sûr. Il y a 3 niveaux de réponse. Il y a le niveau le plus important qui est celui de la conception de ce que l'on réalise. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on construit un bâtiment, aujourd'hui, il est construit avec une isolation thermique qui fait que son utilisation a divisé par 6 l'énergie qui est nécessaire pour chauffer et climatiser ce bâtiment. En 2007, j'étais sur scène à une convention Vinci et j'étais en train d'expliquer que cette révolution allait arriver. Et j'expliquais ça aux grands patrons du bâtiment de Vinci qui m'ont dit « Jérôme, c'était super ta présentation, mais ça n'arrivera jamais. Parce que nos clients ne voudront pas payer un peu plus cher, 5 à 10% plus cher pour un bâtiment qui est isolé thermiquement. » La réglementation a changé. Et ça a été un bouleversement, je reprends ce que Claire disait, d'un coup. On a créé l'obsolescence des bâtiments, c'est-à-dire tous les bâtiments qui ont été construits avant les RT 2012 se sont retrouvés obsolètes, et on s'est retrouvé avec des bâtiments qui ont divisé par 6 la signature écologique sur une durée de vie de 40 ans. Et là, tout d'un coup, maintenant, on se rend compte que la signature de la phase de construction est essentielle et qu'il faut s'en occuper. Je suis convaincu que ça ne se produira que si les pouvoirs publics créent des règles. Parce que lorsque vous allez voir un promoteur et que vous lui dites je peux construire avec des matériaux qui sont plus durables, etc., il va vous dire super, ben, il fait-le. Puis après, il va dire ça coûte combien en plus? Ah ben ça coûte 4-5% en plus. Eh ben non, je ne vais pas le faire. Et donc, il va le faire que si, effectivement, il y a des normes qui lui imposent de le faire pendant un certain temps et qui permettent de générer les volumes sur la chaîne de ces matériaux qui permettent ensuite que ça ne coûte pas plus cher. Et donc, c'est essentiel et j'attends beaucoup de la RE 2020 pour que la RE 2020, laquelle on n'a pas encore vu de draft, on n'a pas encore vu de brouillon, puisse faire en sorte que ces matériaux soient imposés progressivement dans la construction des bâtiments. Jérôme, je vous interromps parce que je pense que vous pouviez développer encore davantage, mais comme Gilles Vermeau doit nous quitter à 19h30, je voulais lui poser cette question, mais vous pourrez la reprendre à votre compte après. Bruno Le Maire était ce matin sur un chantier de construction. Jérôme a parlé d'un plan de relance dans lequel, et Claire aussi, d'un plan de relance dans lequel il fallait profiter de cette urgence pour essayer de changer les choses, parce qu'effectivement, il y a la possibilité d'un effet de levier immédiat dans la gravité de la situation et de se dire, puisqu'on va vite, puisque l'heure est grave, puisqu'il y a des enjeux, on peut peut-être changer de normes, on peut peut-être faire des choses plus intrépides que ce qu'on avait pensé faire, de façon plus accélérée. Est-ce que c'est possible, ça, Gilles Vermeau? Est-ce que les boîtes sont prêtes? Oui, il me semble, mais c'est en cohérence avec ce qu'ont dit les uns et les autres, et en particulier la tribune dont Claire a parlé, que il va y avoir un nécessaire rebond de l'économie qu'il faut accompagner, et qu'il faut dans ce rebond viser le court et le moyen terme. Quand on est Schneider Electric et qu'on écoute Jérôme, on a pas mal de collaborations entre Vinci et Schneider Electric. Au fond, le message que porte Schneider Electric, il est assez lié d'ailleurs à ce qu'on vient de se dire sur la crise et sur le digital, parce que le message de Schneider Electric aujourd'hui, c'est de dire chacun connaît le digital dans la communication, on l'a vu un peu dans beaucoup de pans d'activité. Il est en train de pénétrer par l'innovation deux nouveaux pans d'activité très importants. Le premier qui est l'énergie et le deuxième qui est le bâtiment. On n'a pas pour l'instant profondément innové ou considéré que le digital allait changer la manière d'habiter et la manière de faire le réseau électrique. Je vais prendre le second, c'est plus simple que le premier, mais ça va m'amener au premier. Le réseau électrique, on parle beaucoup d'énergie renouvelable.
l'énergie renouvelable n'a pas de sens et pas d'intérêt sans le digital pour gérer le réseau. C'est parce qu'on a le digital qui permet aujourd'hui de faire échanger l'offre et la demande. Si on se donne juste un chiffre entre nous, en ce moment sur la planète, oublions cette période du Covid, après avoir connecté les individus, plus de 7 milliards, 300 machines se connectent sur Internet toutes les secondes, dont 10 en France, en ce moment pour arriver rapidement à plus de 60-70 milliards de machines. Et quelle est la conséquence? Qu'elles peuvent discuter entre elles, si je peux utiliser cette expression-là, aussi interagir avec les hommes et les femmes et des commandes préétablies, automatisées. Et donc, on va savoir utiliser un certain nombre de machines au moment où il y a un coup de vent, il y a du soleil, etc. Et avoir une gestion toute différente de l'énergie dans l'objectif d'en être plus efficient et plus vert par le digital. Et bien, au fond, c'est pareil dans le bâtiment. On s'aperçoit, par exemple, dans une école, quand on opère le digital pour être capable de la faire hiberner un tiers du temps quand il n'y a personne, pour faire en sorte que quand la fenêtre est ouverte, il n'y a pas de chauffage, quand il n'y a personne, il n'y a pas de lumière, la boucle d'eau chaude ne fonctionne pas pendant les vacances, etc. On fait une réduction de 40% de la consommation énergétique de l'école. Et pour le moyen digital, avec un assez faible investissement qui est là. Et donc l'enjeu que porte l'innovation et l'innovation liée au digital dans le réseau électrique et dans le bâtiment, c'est d'accompagner des grands mouvements, un dont on n'a pas parlé et qui pourtant s'amplifie par la crise du Covid, qui est le local. Il n'y a aucune raison que les Français, les habitants du monde d'ailleurs, vont préférer acheter local. On a beaucoup de courants sur ce sujet-là. Pourquoi pas aller en vacances localement sur beaucoup de sujets, être soi-même consommateur et acteur, et que sur les enjeux énergétiques et peut-être même du bâtiment, Jérôme pourrait le confirmer, il y a aujourd'hui des projets dans lesquels les futurs habitants, avant que le bâtiment soit construit, donnent leur avis sur l'appartement et comment il faut le construire. Donc on voit bien qu'il y a tout un intérêt plutôt circulaire qui pousse les gens à être acteurs, dans lequel le digital va jouer un rôle très important et pour permettre une assez grande efficience. Ça, c'est des solutions qui se préparaient avant cette crise et moi, j'ai le sentiment que cette crise va les accélérer. Et ça va venir de l'offre ou de la demande? Question, par exemple, à Claire Tutenuy. C'est la demande qui va faire la révolution, qui va faire plier les lobbyistes, qui va faire plier les promoteurs, qui va peut-être aussi faire baisser les prix de certaines matières durables proposées par Jérôme ou par Gilles, qui va tordre le bras à l'autre, mais je le dis sans faire l'éloge du rapport de force. Les deux, c'est forcément des choses qui vont s'alimenter l'une l'autre. La demande, en matière de transition digitale, la demande elle est très spontanée. Tout le monde s'est jeté sur les téléphones portables, communication et sur les ordinateurs. En matière de transition écologique, transition énergétique, ça n'est pas le cas. S'il n'y a pas en plus de l'action publique, ça ne se fera pas. On défend un bien commun qui est la capacité de l'atmosphère à absorber du CO2 et la température mondiale. Ça ne peut pas se faire dans un cadre purement privé. Je rejoins ce qu'a dit Jérôme sur les normes. Si on ne fait qu'ajouter une couche digitale à l'économie actuelle, on n'aura pas de transition énergétique, ça sera juste en plus, comme le pétrole a été en plus du charbon, comme l'électricité est en plus du pétrole et du charbon. Donc il faut en même temps qu'on met de l'offre et de la demande, qu'on stimule la demande éventuellement par de la norme, qu'on stimule l'offre par de l'incitation à l'innovation ou par un cadre réglementaire qui va la faciliter. Il faut en même temps une contrainte pour que l'écologie rentre là-dedans. Mais cette contrainte, elle est difficile à demander par chaque acteur. C'est vraiment quelque chose qui vient du secteur public. Donc, ce qu'on voit dans c'est la principale conclusion de l'étude ZEN, c'est qu'il y a vraiment besoin des trois, les entreprises, les citoyens et les pouvoirs publics. Et la transition écologique, en plus, pour qu'elle soit juste, il y a besoin de la coopération de ces trois catégories d'acteurs. On va faire un petit interlude. Je vous lis une chronique qui est faite par Léna Cordova. C'est pas une question, mais c'est une chronique. Je vous la lis parce qu'il faut faire participer notre public. Dans le contexte actuel, de nombreuses personnes s'interrogent encore plus sur le sens de leur travail
et ont passé près de 2 mois avec un mode de consommation différent. Chacun s'est vu vivre en répondant en premier lieu à ses besoins les plus essentiels, parmi lesquels les besoins de nature, le local, le plus simple s'est révélé. N'est-ce pas une opportunité de profiter justement de cet état de conscience des gens vis-à-vis de l'évolution nécessaire de nos modes de fonctionnement et d'organisation? Ne devons-nous pas nous réorienter de manière plus globale en désilotant les organisations et les métiers et en créant davantage de partenariats entre entreprises, exemple Vinci avec Schneider, mais aussi avec le monde associatif et les pouvoirs publics? Comment simplifier les normes et procédures administratives? Qu'est-ce que ça vous inspire, Romain Grandjean, cette petite chronique de Léna Cordova qui répondait à ces questions tout en les posant? Je pense qu'il y a beaucoup de choses effectivement très intéressantes là-dedans, mais parce qu'elle pose la question du changement, de l'évolution de nos façons de faire. Moi, ce que j'aimerais peut-être rappeler, c'est que, si vous voulez, aujourd'hui, on est dans une situation qui est globalement structurée par 3 choses. La première chose, c'est qu'on doit réduire, là j'enfonce peut-être et je rappelle des choses que chacun sait, mais ça me paraît important de les repréciser. C'est que aujourd'hui, si on veut maintenir le réchauffement en dessous de 2 degrés, il faut réduire les émissions de CO2 de 5 à 6% par an. 5 à 6% par an, c'est colossal, c'est énorme. Il faut faire ça, chaque année on enlève 6%, c'est juste colossal. La deuxième chose, c'est que les actions qu'on va entreprendre aujourd'hui, c'est pas pour demain, c'est pas pour après-demain, c'est pour après 2050. C'est-à-dire qu'en 2050, on sait qu'on sera à 2 degrés de réchauffement, et ça c'est absolument certain, c'est l'inertie du climat. Donc il y aura du changement climatique, donc il va falloir s'adapter. Ça c'est certain. Ça c'était la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, tout ce CO2 qu'on remet dans l'atmosphère, il vient en très grande partie de l'énergie qu'on consomme. Cette énergie, qu'on soit au niveau mondial, elle est représentée à peu près à 80% par des énergies fossiles, du pétrole, du gaz et du charbon. C'est un peu moins en France parce que il se trouve qu'on a une politique électrique pas trop inintelligente dans les années 80 et qu'on a un mix assez décarboné, un mix électrique assez décarboné qu'il faut préserver. Mais d'une manière générale, on tourne aux énergies fossiles. Les transports, c'est du fossile. Le bâtiment, c'est du fossile. L'industrie, c'est encore beaucoup de fossiles. On est complètement dopé aux fossiles et tout est dimensionné là-dessus, si vous voulez. L'étalement urbain, la manière dont on se déplace, dont on consomme, etc. Tout dépend de ça. Donc ça va être très dur d'en sortir. Mais comme vous l'avez compris, il faut en sortir très vite. Donc voilà, donc il y a ces 3 choses. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour les entreprises, pour les pouvoirs publics, pour les gens, etc. Ça veut dire une chose, ça veut dire que la transition énergétique, ça ne sera pas un long fleuve tranquille. Ça ne sera pas quelque chose de facile. La transition énergétique, ça va être des ruptures, ça va intervenir potentiellement d'une manière probablement chaotique. Ce n'est pas impossible, c'est même tout à fait probable. Et à ça, il va falloir se préparer, s'adapter. Il va falloir qu'on développe notre agilité, qu'on invente des nouvelles façons effectivement de fonctionner. Et plus que tout, je pense que c'est quelque chose que les entreprises doivent bien intégrer et comprendre, dans le sens où elles doivent essayer d'analyser la manière dont leur environnement d'affaires, donc là on parle de toute la chaîne de valeur, hein, depuis les fournisseurs de matières premières jusqu'aux clients, comment est-ce que tout ça va changer? Comment est-ce que la manière dont ils vont produire va changer? Comment est-ce que la manière de consommer des clients va changer? Et ça, c'est hyper important pour structurer la stratégie d'entreprise. Là, le sujet de ce webinaire, là, c'est la transition climatique pour stratégie d'entreprise. Là, on est dedans. Je vous arrête, Romain, parce que Joël Gréa nous dit, et ça fait plusieurs fois qu'il nous en parle, il nous dit le prix du pétrole qui va devenir ultra sexy va retarder ses prises de conscience parce qu'on est à la facilité. Non, mais là, ce que dit Joël est très intéressant, c'est que là, le fait. Pardon. Non, je disais donc oui, le fait que le prix du pétrole soit très bas, c'est parce qu'il y a une surabondance des stocks, donc ce qui fait qu'en fait les pétroliers vont pas du tout investir et qu'on va se retrouver dans quelques mois ou 1 an ou 2 ans maximum avec une pénurie et un problème d'offre. Et donc là, ça sera un nouveau choc parce que le prix, là, du coup, comme il est très volatile, risque d'augmenter assez brutalement. Et donc, vous aurez encore toutes les conséquences d'une augmentation brutale du prix du pétrole. Enfin, je crois que là, c'est un des
évidemment, le prix est un des sujets, mais au-delà de ça, c'est vraiment, il est absolument essentiel, et c'est ce qu'on a essayé de souligner dans le rapport que le Shift a produit avec l'AFEP. Donc l'AFEP, c'est l'Association française d'entreprises privées, dont d'ailleurs Vinci, Schneider sont membres, et d'ailleurs Schneider, et je remercie une nouvelle fois Gilles pour ça, a financé cette étude et s'associer à ces travaux. Donc dans cette étude, on a bien souligné justement la nécessité de faire de sa transition bas carbone et du changement climatique non pas un enjeu de communication, non pas un enjeu de reporting, ça va bien au-delà de ça, c'est un enjeu de stratégie pour les entreprises, et c'est important qu'elles l'intègrent au plus haut niveau et dans tous les processus de réflexion stratégique. Est-ce que c'est au plus haut niveau que ça doit être intégré, ou est-ce que finalement ça viendra du plus bas niveau? Je pense à la génération qui va chercher du boulot dans 2-3 ans, qui a fait la grève de l'école l'année dernière. On va l'appeler génération Greta Thunberg, même si elle agace beaucoup de gens. Mais mine de rien, est-ce que c'est par la ressource humaine recrutée? Mais c'est un des enjeux, naturellement. On n'a pas des clients et du consommateur et tout ça. Mais est-ce que la ressource je vais vous dire. Appuyer les plans d'entreprise. Je pose la question avant que vous répondiez. Si, allez-y, répondez. Romain, mais je voudrais avoir l'avis de Jérôme Stubler et de Gilles Vermeau. Est-ce que vos jeunes recrues, elles vont faire rentrer, elles vont changer la stratégie que peut-être les aînés n'ont pas réussi complètement à tordre? Oui, je dis juste un petit mot, un témoignage, parce que j'ai eu l'opportunité de rencontrer beaucoup d'entreprises et beaucoup d'équipes à l'occasion de cette étude, et notamment une entreprise qui travaille dans un secteur assez carboné et qui nous disait qu'ils avaient de plus en plus de mal à recruter et à créer des vocations dans leur équipe, etc. Et bien, l'exercice que cette entreprise a entamé, qui est un exercice de restructuration de sa stratégie, et qu'il a essayé de l'orienter en impliquant les collaborateurs de l'entreprise vers la transition bas carbone, et bien, ils se sont aperçus qu'en mettant ça en œuvre, et bien, ça a suscité de nouvelles vocations, et que ça a relancé la machine, et que ça a redonné sens finalement à l'avenir pour l'entreprise. Ça a redonné sens à l'avenir pour les collaborateurs de l'entreprise. Et donc, en fait, ces démarches-là d'intégration de ces enjeux et de les mettre au cœur, ça recrée aussi du sens. C'est ce que vous disiez, justement, pour que l'entreprise puisse continuer à recruter, puisse continuer à embaucher. Gilles Vermeau, je sais que avant de vous quitter, et mille excuses, ça sera mon dernier mot. De fait, quand on recrute aujourd'hui, au fond, nos grandes entreprises, et ceci pendant un certain temps, vont probablement, et la crise qui est là va l'accroître, avoir plus de capacité à recruter et ne sont pas en grande difficulté face au recrutement. Si on avait parlé au mois de janvier pour répondre à la question de David, moi j'aurais fait comme réponse que ce qui importe pour nos entreprises, c'est l'innovation. L'innovation technologique, l'innovation dans les business models, par exemple, liés à l'économie circulaire, et au fond, le talent, l'extrême et l'ambition sur le sujet. Et donc, nos entreprises cherchent les meilleurs, on va dire comme ça. Et probablement que ceux-ci, plus que dans le passé, sont attentifs à trouver l'entreprise qui a des valeurs, qui a une capacité d'inspiration et d'enthousiasme, qui les conduit dans les valeurs qui sont celles qu'ils partagent, et probablement qu'ils sont chaque année de plus en plus nombreux à s'intéresser au devenir de cette planète A qui est la leur et dans laquelle ils veulent vivre heureux, et qu'ils ne regardent pas comme nous qui avons quelques cheveux blancs ou beaucoup de cheveux blancs en se disant on aurait dû faire autrement. Eux, c'est le début de leur vie professionnelle. Ils apprécient cette planète et ils veulent la sauver. Donc probablement le moment dans lequel on rentre va être un moment plus complexe, où il va y avoir probablement plus de jeunes qui veulent rentrer dans l'entreprise que d'emplois proposés. Donc probablement ce que je dis est moins vrai. Mais ce qui est certain, c'est que par leur comportement, on l'a déjà vu. J'ai écrit un bouquin, moi, sur le printemps des millennials, c'est comment ils transforment la manière de vivre, de manger, de travailler, d'avoir des loisirs pour un certain nombre d'entre eux, et comment ces signaux faibles grandissent. De fait, il me semble que dans le monde entier, et c'est pas un événement français, ces jeunes talents que nos entreprises souhaitent attirer pour être plus innovantes
sont de plus en plus difficiles sur les choix qu'ils portent. Et j'ai envie de dire, la question la plus complexe de nos entreprises, c'est pas de les attirer, c'est de les retenir. Parce que pour les attirer, il y a évidemment la capacité de montrer ce qu'on fait, etc. Mais après, il y a dans quel cadre ils sont, dans quelle vision managériale, de responsabilité, d'entrepreneuriat ils sont amenés. Et je crois que là, pour nos entreprises, il y a quelque chose d'assez important pour être au rendez-vous des enjeux de demain. Et comme on se le disait, David, de fait, avant de voir l'évolution des clients qui est visible, je pense que l'évolution dans nos propres équipes de ce que ces jeunes apportent comme niveau d'exigence nous fait bouger. Et je vous remercie pour cette conférence et bravo à Léonard. Et merci à vous, Gilles. La prochaine fois, vous resterez un peu plus longtemps avec nous parce qu'on a grand plaisir à vous écouter. Avec plaisir. Bonne soirée. Jérôme Stubler, est-ce que vous sentez un changement de culture dans vos équipes? Est-ce que vous le souhaitez? Parce que vous êtes dans une boîte d'ingénieurs. Les ingénieurs, comme d'ailleurs tous les autres, mais ont une capacité de reproduction de leur code, de leur culture excellente, de leurs valeurs et puis de leur technique, qui font qu'on a souvent tendance à recruter des gens qui nous ressemblent. Est-ce que il y a une génération qui arrive et dont vous sentez qu'elle peut, je répète ma question, insuffler quelque chose de nouveau dans la stratégie ou l'accélérer, tiens? Alors, je vais faire une réponse qui va peut-être vous surprendre. Je pense que ça touche nos ingénieurs, quel que soit leur âge. Et indiquer que les jeunes poussent les plus anciens à changer, bien sûr que c'est vrai. On a tous des enfants qui nous poussent et qui nous expliquent que pendant 30 ans, on a construit, on a voyagé sans compter et qu'on a utilisé la planète au-delà de ce qui est raisonnable. Mais je pense que la prise de conscience, pour répondre très précisément à votre question, de la finitude de la planète, elle n'est pas réservée aux jeunes, elle est réservée, elle est à tout citoyen qui réfléchit et qui comprend que globalement, on change d'un monde qui consistait à vouloir faire une croissance économique sans comprendre que l'équation des ressources est infinie, à une situation où on veut faire une croissance économique, je reviens là-dessus, dans un monde qui est fini. La décroissance, nous on est convaincus chez Vinci de plusieurs choses. Un, il faut associer croissance économique et le défi écologique. Parce que si on les oppose, on va louper le défi écologique. Parce qu'on ne pourra pas lutter contre les défis économiques. Donc, il faut les associer. Le deuxième élément, c'est qu'il faut se fixer des objectifs ambitieux. Il faut se fixer des objectifs ambitieux et les faire descendre dans le terre-à-terre. Vous avez posé la question de savoir si ça devait se poser dans la stratégie générale des patrons ou working level c'est les deux. C'est les deux, mon général. Hein, c'est à la fois parce qu'il faut que ce soit inscrit dans la stratégie de l'entreprise, intégré dans le cœur de la stratégie de l'entreprise, et que ce soit fait. Nous, on a 840 BU, on est une boîte très décentralisée avec 30 000 projets par an. Il faut que ce soit vécu par les patrons de nos 30 000 projets et qui trouvent des petits trucs ou des gros trucs sur chacun de leurs projets qui font évoluer les choses. Dans le comportement individuel, mais aussi dans la manière de construire, dans la manière de faire notre métier. Et c'est la somme de ces petites choses qui vont nous permettre d'y arriver. On a fait des simulations qui sont très concrètes, des simulations sur notre scope 1 et 2. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familier du scope 1 et 2, c'est-à-dire sur, en gros, ce sur quoi on a la main sur les émissions de CO2. Eh bien, on s'est tracé un chemin qui nous amène de 2020 à 2030 et qui divise par 2 les émissions de CO2 de notre scope 1 et 2. La bonne question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on ne l'a pas fait avant? On ne l'a pas fait avant parce que, globalement, on ne se posait pas la question. Voilà. J'étais invité il y a 6 mois chez Léonard pour une petite discussion en face d'un public d'une 50aine de personnes.
avec des étudiants qui ont repris le manifeste pour le réveil écologique. Ils étaient la deuxième promotion de ces étudiants. Et au bout d'un moment, il y avait 2 jeunes et un vieux. Le vieux, c'était moi, hein, sur scène. Ne dites pas ça. Hein, et je me suis retrouvé, par rapport à eux, j'étais un peu plus vieux quand même. Et puis, je me suis retrouvé un peu dans les cordes. Et parce que j'étais la boîte de construction qui pollue. Le béton, quoi. Le béton, voilà. Donc, je sentais le béton, je sentais le CO2 à plein nez. J'étais le vieux qui ne comprenait pas les jeunes. Et voilà. Et puis, je leur dis, bah, écoutez, en fait, ce que vous voulez, vous, c'est travailler dans une boîte où les sièges sont en lin, où on travaille à 2 km de son domicile et au niveau de transport en commun, et tout est nickel. Et là, ils se sont dit, oula, il est en train de nous piéger. Et je dis, écoutez, est-ce que vous ne croyez pas que ce que vous devez proposer aux étudiants qui sont si motivés, c'est d'aller dans les boîtes les plus pollueuses, là où le levier est le plus important, et là où le levier est le plus important, et où les patrons sont convaincus qu'il faut changer les choses. Et je crois que c'est ça, en fait, qu'il faut dire aux jeunes. Venez là où il y a des enjeux et où les patrons sont motivés. Là où il y a des enjeux que les patrons ne sont pas motivés, qui continuent à polluer, c'est sûr, il faut les mettre au pilori. Mais là où il y a des enjeux et les patrons sont motivés, c'est là que vous avez les leviers pour faire changer les choses. Et c'est ça le message qu'il faut passer aux jeunes, à cette génération qui arrive avec des idées nouvelles, qui arrive avec une capacité d'innovation, parce que je pense qu'ils ont une vision effectivement plus large du monde, parce qu'ils ont un accès à la connaissance qui est beaucoup plus large que celui qu'on avait quand on sortait d'école, parce qu'ils ont accès à tout le temps, et nous on avait accès aux livres qu'on nous filait, hein, et donc ils ont une vision beaucoup plus éclectique des choses, beaucoup plus large, et qui fait aussi leur capacité à changer de secteur plus rapidement, à se désintéresser d'une entreprise et se sentir plus libre, parce qu'ils sont beaucoup plus libres d'esprit dans leur tournure d'esprit par l'ouverture qu'ils ont acquis par cette ouverture générale et qu'ils ont acquise. Et donc, je pense que nous, on a des enjeux écologiques majeurs et on n'a aucun problème d'attractivité. Quand je fais un amphi dans une école, je peux vous assurer, au début, je pense que je rentre dans l'amphi, je suis le pollueur béton, et à la fin, je suis celui qui va permettre d'améliorer les choses et de leur proposer un job où ils vont pouvoir agir concrètement, ils ne vont pas faire un rapport, ils vont faire un ouvrage qui sera moins polluant. Voilà ce qu'on peut proposer. Claire, je voudrais faire une petite synthèse d'étapes. J'ai retenu les normes, c'est hyper important. L'évolution des normes, c'est comme ça que les promoteurs deviennent plus raisonnables. On a vu aussi la culture, la prise de conscience, que ce soit la culture du consommateur, la culture des managers et le rôle des générations qui veulent changer les choses et qui doivent aller dans les boîtes qui doivent changer. Autant ne pas aller dans les boîtes qui ont déjà changé, autant aller faire le boulot dans les boîtes qui doivent changer. Est-ce qu'il faut de l'argent? On a parlé de plan de relance, on parle beaucoup de l'État en ce moment. Est-ce qu'il faut tant d'argent public que cela? Ah, il faut beaucoup d'argent public, mais moi je pensais que vous alliez parler aussi de l'argent privé, parce que c'est un gros sujet. L'argent, je vais vous dire, extrêmement important. D'où qu'il vienne, on le prend. Pour fixer la transition, pour fixer la stratégie des entreprises, il y a des gens qui sont particulièrement écoutés en plus des clients, c'est les actionnaires. Or, les actionnaires commencent à changer. On voit des résolutions d'actionnaires dans certaines assemblées générales. On voit du dialogue actionnaire entre les asset managers et les dirigeants d'entreprise. Et les questions qui sont posées sont des questions de plus en plus, il y a beaucoup de questions sur la transition écologique. Donc, ce qui s'est passé au G20, la prise de conscience qui a eu lieu au moment de l'accord de Paris, du discours de Marc Carnet, etc., le monde financier a réalisé qu'il portait une forte responsabilité dans cette question du climat et qu'il avait aussi des poignets et des moyens d'agir importants. Donc, il est en train, petit à petit, de mettre en œuvre ces leviers avec des demandes et des exigences et de pousser dans le même sens pour que les entreprises précisent leurs échéances de transition, précisent leur trajectoire, et je pense que Jérôme ne démentira pas s'il dit que cette contrainte et cette pression des actionnaires se ressent. Alors derrière les actionnaires, il n'y a pas que des très riches Warren Buffett, il y a aussi les gens.
C'est-à-dire que l'épargne populaire, l'épargne privée, se dirige également de plus en plus vers des fonds qui ont du sens. On peut faire sens dans sa vie par son travail et on peut trouver aussi du sens par la façon dont on utilise son argent. Et c'est un mouvement qui est noté aujourd'hui, que l'épargne des épargnants, et c'est pas que les jeunes générations, les épargnants, c'est des générations souvent à cheveux un peu, qui commencent à grisonner un peu, va de plus en plus vers de l'investissement responsable, vers des fonds qui vont aller aider la transition énergétique de façon profitable, mais qui vont vers des fonds qui vont faire cette transition. Donc ce mouvement d'argent privé joue un grand rôle pour inscrire la transition dans la stratégie des entreprises. Après, il faut quand même aussi de l'argent public, notamment pour revenir sur la question du prix du pétrole, quand les modèles économiques spontanés ne sont pas dans le sens de la transition énergétique. Clairement, pour changer de voiture, on a parlé beaucoup de bâtiments, mais il y a aussi des enjeux massifs du côté de la mobilité. Pour passer à la voiture électrique, il faut quand même que l'essence coûte quelque chose. Donc là, on a forcément soudain une exigence plus grande de prix du véhicule électrique encore plus compétitif pour que globalement le coût d'opération soit intéressant. Donc il y a à ce moment-là, si on n'a pas la technologie fait ce qu'elle peut, je pense qu'aujourd'hui c'est pas sur la voiture électrique que les constructeurs automobiles margent, ils ont une contrainte réglementaire forte, ils ont une norme, ils doivent vendre une proportion de véhicules électriques importante. Mais à un moment donné, il faudra des dispositifs bonus-malus encore plus incitatifs pour que le modèle économique qui pousse le consommateur, une proportion de consommateurs à faire ce changement soit raisonnable. Donc là, oui, il y aura besoin d'argent public. L'intérêt d'un bonus-malus, c'est que c'est pas des monceaux d'argent public qui sortent des caisses, il en rentre et il en sort. Donc c'est des mécanismes financiers qui peuvent fabriquer du business model incitatif. Et ça va évidemment sur l'ensemble des domaines. Romain Grandjean, il y a une intervention d'Olivier Vion, qui nous met sur la piste internationale et celle de la mondialisation. On reboucle un peu avec le sujet par lequel on a commencé. On a parlé beaucoup de relocalisation. On a dit que le virus, c'était la faute à la mondialisation. Est-ce qu'on est une des objections à l'intégration d'une stratégie efficace de transition énergétique, c'est de dire si on tire pas tous dans le même sens avec la mondialisation, c'est fichu. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce qu'on peut faire dans son coin, dans l'Hexagone, en Europe, avec les pays du Nord, les pays du Sud, une partie du chemin, quitte à laisser les Chinois de côté, ils se réveilleront quand ils se réveilleront, puisque chez les Chinois, la prise de conscience n'est pas aussi forte qu'elle devrait, ou même aux États-Unis. Est-ce qu'on peut se passer d'une mondialisation vertueuse? C'est une sacrée question de philosophie que vous me posez là. Pas évidente, pas évidente à répondre. Mais est-ce qu'on est obligé de le faire tous ensemble, quoi? Ou est-ce que finalement… Non, mais le climat, c'est un problème systémique. Le CO2, il n'y a pas de frontières. Évidemment que tout le monde doit tirer dans la même direction. C'est direction de la lutte contre le changement climatique. Après, est-ce que la France a besoin d'attendre la Chine, les États-Unis et l'Australie pour se mettre sur les rails d'une politique de transition bas carbone? Moi, je n'ai pas l'impression. On parlait tout à l'heure de l'argent, de la monnaie, de tout ce qu'il faut. C'est vrai que c'est important, mais vous savez, en ce moment, la Banque centrale européenne est en train de distribuer les milliards, l'État distribue les milliards. Il y a des milliards qui sont en train d'être dispersés au-dessus de nos têtes. Sont d'ailleurs, on en touche beaucoup, mais si vous voulez, il faut vraiment Moi, je trouve que cette histoire, ça rappelle, si vous voulez, le rôle de l'État. Le rôle de l'État qui montre la direction, le rôle de l'État qui régule et le rôle de l'État qui ne régule pas uniquement via la taxe ou via l'argent public, le rôle de l'État qui régule ce qu'il sait faire, c'est-à-dire les quantités physiques. On sait où on doit aller pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, on sait que il faut réduire la consommation de pétrole, de gaz et de charbon, eh bien l'État doit réguler dans ce sens. Ça rejoint un petit peu ce que disait tout à l'heure M. Stubler. On a besoin de normes, on a besoin de règles. On a besoin de règles stables et d'une vision claire. Voilà ce dont on a besoin. Et ça, il n'y a pas besoin de l'Europe, il n'y a pas besoin de n'importe qui pour le faire. Il faut juste une volonté politique
forte, sans doute un retour à ce qui pourrait s'apparenter au commissariat général du plan, qui nous a beaucoup servi d'ailleurs dans les années 60 pour moderniser et industrialiser la France. Eh bien, sans faire de nostalgie naturellement, mais ce genre d'instrument existe, on sait s'en servir, et je pense que ça pourrait être des choses qu'on pourrait mettre en œuvre. Voilà. Mais ne pas oublier, ne pas se payer de mots. L'objectif, c'est la réduction du CO2, du carbone. D'accord ? On sait comment il faut faire. Aujourd'hui, si je dois prendre l'exemple de l'aérien, alors je ne vais pas me faire beaucoup de copains parmi les compagnies aériennes, mais il se trouve qu'aujourd'hui, les leviers techniques pour diminuer l'empreinte carbone de l'aérien, ils sont assez limités. Donc, si on veut réduire l'empreinte carbone de l'aérien, et c'est nécessaire, eh bien, on n'aura pas le choix que de contracter, sans doute, le trafic aérien et d'accompagner la transition de cette industrie vers autre chose. Voilà. Ça, je n'ai pas peur de le dire et je l'assume complètement, vous voyez. Mais c'est ça le rôle aussi de l'État, c'est de bien montrer et de bien cadrer cette direction. Voilà. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui. Et sur cette histoire de mondialisation, écoutez, il se trouve qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple de l'industrie automobile, l'empreinte carbone à la fabrication d'une voiture, c'est à peu près 25% de l'empreinte totale. Ok. L'empreinte du coup qui est liée aux assembleurs, aux constructeurs automobiles, c'est 2% de tout ça. Le reste, c'est des équipementiers et c'est parce qu'on importe ces équipements de Chine, notamment des pays asiatiques. Donc, il y a évidemment l'empreinte carbone du transport, mais aussi de la fabrication. Il ne faut pas oublier que la Chine, le mix énergétique, c'est à près de 90% du fossile. Donc, tout ce qu'on importe de Chine, c'est fabriqué avec du charbon et du pétrole. Voilà, donc l'empreinte carbone, elle est aussi là. Donc, ça pose évidemment cette question de la relocalisation. Je pense que c'est une des priorités, ça, du ministre de l'économie. Il a dit, voilà, les contreparties devront s'accompagner de relocalisation. Je pense que c'est quelque chose qui va dans la bonne direction, dans la mesure où peut-être qu'on sait produire ces choses-là d'une manière un peu plus vertueuse du terme de transition bas carbone en Europe et en France. Jérôme Stubler, sur la question de la mondialisation, est-ce qu'on peut résoudre ces questions en dehors de la mondialisation, en dehors des grandes interdépendances? Micro. Chaque fois, pour pas vous perturber. Je pense qu'il y a différentes échelles selon les matériaux, selon les éléments de l'économie. Et qu'on est capable d'avoir des régulations au niveau local, au niveau national et bien sûr au niveau international, selon la manière dont les biens s'échangent sur la planète. Je donne des exemples. Effectivement, quand on construit des smartphones, ces smartphones peuvent être construits dans quelques points de la planète et être échangés. On dit, je ne vais pas juger de savoir si c'est bon ou mauvais, mais économiquement, c'est possible et c'est peut-être plus rentable de le faire dans quelques méga usines comme les grands fabricants le font. Écologiquement, c'est pas génial. Si maintenant je prends l'opposé et que je prends des cailloux pour faire des routes, la distance maximum de transport des cailloux d'un point de vue économique, c'est 20 km. Au-delà, c'est pas rentable de transporter d'un point de vue économique ces cailloux. Et d'un point de vue écologique, c'est encore plus. Donc, on peut trouver des régulations qui sont économiques ou écologiques. Alors, on a vu des monnaies qui se sont créées, des crypto-monnaies, des monnaies qui se sont créées et qui, en gros, ont servi à une seule chose, c'est certainement augmenter le niveau de corruption dans le monde. Pour l'instant, en faisant des échanges qui sont sous le tapis et qui ne sont pas faciles à réguler. Pour moi, il y a une monnaie qui est fabuleuse et qui est très, très, très mal utilisée dans le monde. C'est le prix du CO2. Le prix du CO2 est unique. Aujourd'hui, la tonne de CO2, c'est 6 € au moment où je vous parle. Et il est unique. C'est complètement stupide. Parce que, pourquoi est-ce qu'on a le même prix de CO2 quand on parle de fabrication de ciment? Excusez-moi, je prends des exemples qui sont dans mon métier, des exemples que je connais. Pourquoi on a le même prix de CO2 quand on fabrique de l'acier? Pourquoi on a le même prix de CO2 quand on est en train de travailler sur des plastiques? Pourquoi on a le même prix de CO2 quand on compare des systèmes de transport? Il faut
réguler des prix de CO2 qui sont des prix d'échange entre une économie et une écologie en fonction des métiers et des alternatives. Il y a des métiers qui sont prêts à payer beaucoup plus la tonne de CO2 pour être vertueux, d'autres beaucoup moins. Et donc, il faut avoir, d'un point de vue régional et d'un point de vue national et international, des prix de CO2 qui régulent en fonction de la taille des échanges qui peuvent se produire. La manière dont la tonne de CO2 s'échange aujourd'hui est complètement stupide. Complètement stupide. Je vous donne un exemple dans nos métiers. Une société comme Lafarge, il y a peut-être des gens de Lafarge qui m'écoutent, mais ce n'est pas grave, ce que je vais dire est dans les rapports annuels. C'est comme Lafarge achète des droits à polluer et achète des tonnes de CO2. La première crise du BTP arrive 2009-2010 et ils produisent beaucoup moins de ciment. 80% du résultat net économique du groupe Lafarge-Holcim dans le monde, c'est la vente des certificats de CO2 non utilisés. C'est n'importe quoi. Comment on peut échanger des droits à polluer de cette manière-là? Ça doit être du trading entre une solution A et une solution B et analysé dans un secteur d'activité. Je pénalise le béton qui est polluant par des tonnes de CO2. Je donne un autre exemple qui est très précis. Aujourd'hui, la France rénove son patrimoine immobilier construit en termes de rénovation thermique à une vitesse de 0,6, 0,7, 0,8% par an. Ça dépend si on regarde à quelle échelle on regarde le patrimoine. Ce qui veut dire qu'il nous faut à peu près 120 ans pour arriver au bout, pour arriver à la rénovation thermique de l'ensemble des bâtiments. Aujourd'hui, dans l'équation, pourquoi ça n'avance pas? Parce que l'énergie est pas chère et que l'énergie va être encore moins chère. L'énergie électrique en France est bradée. Lévy serait heureux de m'entendre, hein. On a une énergie nucléaire pour l'énergie électrique, elle est bradée. Elle devrait être 2 fois plus chère. Vous allez me dire, oui, mais on va avoir les gilets jaunes qui ont raison de râler parce que ça fait partie des éléments essentiels. Néanmoins, avec le prix de l'énergie actuel, lorsque vous faites le bilan écologique, il est monstrueusement efficace, c'est-à-dire que vous payez la laine de roche et l'isolation thermique avec un retour écologique sur investissement qui est de l'ordre de 3 ans, et le retour économique, il est de 50 ans. Donc vous faites 50 divisé par 3, ça veut dire qu'il y a un rapport de 15 entre la valeur économique et la valeur écologique. Quand vous expliquez ça aux gilets jaunes, ils vous disent quoi? Moi, je dis simplement que si l'État fixait simplement comme valeur pour la rénovation énergétique une valeur de 50 €, c'est-à-dire qu'il y ait une aide de 50 € sur la tonne de CO2 économisée lorsqu'on fait la rénovation énergétique, on va passer de 0,6 à 0,7% par an à 3-4% par an. Et en 20 à 30 ans, on aura réglé et on aura économisé en énergie, je ne me trompe pas dans les chiffres, on aura économisé de quoi faire le plein de tous nos véhicules électriques, simplement en ayant mis de la laine de roche sur les bâtiments. Donc, vous voyez, cette énergie qui est gaspillée, elle peut nous permettre de nous transporter. Et donc, ce trading, il est relativement facile à faire à condition que le prix de la tonne de CO2 ne soit pas complètement déconnant. Peut-être. On va faire un petit commentaire sur cette question? Oui, bien sûr, sachant qu'on n'est pas loin d'avoir à conclure, me semble-t-il. Juste, c'était pour dire que la réponse à faire aux gilets jaunes, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait de l'argent. Quand on a monté, les gilets jaunes sont venus parce qu'on a monté la taxe et on n'a pas dit ce qu'on allait faire de l'argent et on n'a pas dit quelle justice sociale allait l'accompagner. Et donc, expliquer un système, expliquer qu'on change un système, qu'on monte les prix du carbone, mais que voilà comment l'argent va aller à la transition écologique et voilà comment on va s'occuper des personnes qui sont les plus vulnérables et que finalement leur mode de vie va être plutôt plus agréable parce qu'au lieu d'avoir de la mobilité contrainte et un budget énergie insupportable, ils vont être libérés de cette contrainte. C'est un paquet qui se tient, c'est un discours qui se tient, qui est audible. Et les résultats de la Convention citoyenne pour le climat vont dans ce sens.
Donc, il faut surtout pas renoncer. Il parle pas de prix du carbone, hein, mais il parle de contraintes et d'une acceptation d'un certain nombre de contraintes au nom de la justice sociale et de la transition écologique. Romain, un dernier mot. Oui, bien sûr. La question de la justice sociale, c'est essentiel. La question de l'emploi, c'est essentiel. La transition bas carbone, l'adaptation au changement climatique, ça va faire des perdants. Et il y a un véritable sujet là-dessus. Et il est absolument essentiel que toute politique de transition, quelle qu'elle soit, inclue cette dimension-là, évidemment, et offre un avenir dans le monde d'après à tout le monde, en fait, que chacun trouve sa place. Et ça, c'est vrai que c'est absolument essentiel. Moi, je rejoins tout à fait ce qu'a dit M. Stubler ensuite sur le fait que l'énergie n'est pas assez chère. Hein. C'est absolument évident. Enfin voilà, mais là, sur quoi on retombe, en fait, c'est que on retombe sur cette histoire de sous-jacent physique, de déterminants physiques, ce sur quoi nos sociétés reposent, en l'occurrence des flux physiques, de matériaux, d'énergie et d'autres éléments, de l'eau, etc., ce genre de choses. Et bien tout ça, on a l'impression que ça nous a été donné d'une manière illimitée et pour toujours. Et en fait, non, tout ça, ça s'épuise. Et finalement, c'est pourtant ça qui détermine l'activité. Et évidemment, il faudrait lui accorder le juste prix dans nos économies. Ça, c'est absolument certain. Et là-dessus, je suis 100% d'accord. On va terminer par une question indiscrète, mais vous faites quoi demain? Qu'est-ce que vous faites demain? On travaille à la relance de la France demain. Jérôme Stubler, c'est quoi votre agenda? Très modestement. Non, mais demain. Non, mais écoutez, je pense que pour répondre sérieusement à cette question, on a travaillé à notre petit niveau sur des propositions précises, on essaie les plus précises possibles, que l'on transmet progressivement au gouvernement sur comment on peut réaliser une relance efficace et vertueuse d'un point de vue de l'environnement. Donc voilà, on fait des propositions qui sont des propositions, on pense être toutes, on passe au calibre de l'environnement pour vérifier qu'elles sont toutes vertueuses, parce que c'est vraiment notre conviction profonde. Et voilà, donc on essaie d'avancer en faisant des propositions dans tous les domaines, du bâti, des transports, du bien vivre en ville. On est totalement convaincu que la ville va se modifier complètement. Pour essayer de trouver aussi des solutions pour habiter plus nombreux tout en prenant pas sur l'espace vert. Hein. C'est-à-dire qu'on a aussi notre conviction, c'est qu'il faut préserver les espaces verts tels qu'ils sont aujourd'hui, et éventuellement même travailler pour regagner sur les espaces verts, pour dépolluer des zones. On a désindustrialisé une partie de la France. Il faut dépolluer les zones pour recréer l'environnement qui existait il y a un siècle. Et donc, voilà, tout ça, c'est un chemin formidable avec énormément de solutions. Et il faut s'y mettre. C'est travailler pour la planète. Voilà, en deux mots. Claire Tutnuy, vous avez le mot de la fin. Vous faites quoi, vous, demain? Je fais deux choses. Le matin, on a un groupe de travail sur la rénovation du bâtiment. On regarde les propositions qui ont fuité de la Convention citoyenne pour le climat et on regarde qu'est-ce qui est réaliste, comment on fait, parce que c'est des bonnes propositions, il faut s'appuyer dessus. On n'aura pas deux fois cette chance-là d'avoir des citoyens qui disent qu'il faut mettre une contrainte, une obligation. Donc, ça vaut la peine d'y réfléchir et d'aller dans ce sens-là, de façon réaliste et concrète et cohérente, pragmatique. Et l'après-midi, eh bien, comme le Covid me limite dans mes transports en commun et allonge mes distances de conduite, je pense que si mon concessionnaire a réouvert, je vais m'acheter une voiture électrique. Ah ben voilà, ça, voilà. C'est une décision très individuelle et très concrète et qui montre une partie de l'exemple. Voilà. Alors, je voudrais remercier chacun d'entre vous, Romain, Jérôme, Claire, évidemment Gilles Vermeau, les organisateurs. Je pense à Mathieu, je pense à Camille, je pense également à Julien, qui était à la manœuvre, me semble-t-il. Ravi d'avoir été avec vous ce soir. Je remercie évidemment tous ceux qui ont contribué. J'ai pas
pu lire toutes leurs questions, mais ils ont été, je ne sais pas s'ils étaient nombreux, mais en tout cas, ils ont été actifs. Il y avait même, alors, je lis quand même un message, il y en a un qui nous a écrit du Canada et qui nous a dit au Canada, on ne prend plus que des décisions de projet qui soient socialement acceptables. Alors, il y a tout un tas de critères. Alors, il y en a un qui est venu demander des sous. C'est un du Shift Project, c'est un de vos copains. Ah oui, il est venu demander des sous à Vinci. Alors, qu'est-ce que alors, c'est pas moi, je promets que ce n'est pas moi. Non, mais comme quoi il y avait eu des financements et que ce serait bien que Vinci. Voilà. Et puis, si vous me permettez juste un mot, David, effectivement, le Shift a lancé une campagne de crowdfunding pour financer justement ces travaux. Donc, je crois que c'est à ça que. C'est à ça qu'il vous citez. C'est déjà hébergé par Vinci. Ensuite, je ne veux pas les mettre dans une situation. Non, bien sûr que. Vous avez Joël Gréa qui a envoyé des messages. Vous avez Laurent Guyot, Olivier Vion, Madi Chérida. Enfin, on n'a pas pu prendre tous les messages, mais enfin, ils étaient là. Charlotte Berruet, j'enlève mes lunettes. Voilà. Bon, portez-vous bien et à la prochaine. Je ne sais pas comment on éteint cette affaire, mais bonne soirée. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.